Et parler un peu de comment j'ai découvert le film. Je l'ai découvert en fait ici. Lucille finissait la post-production de Earwig et m'a proposé de venir à une projection du film quasiment fini. Et ça m'a vraiment beaucoup impressionné. J'y ai pensé pendant des jours et des jours. Vraiment, c'est un des films qui m'a le plus marqué l'année dernière que j'ai pu voir. Et donc c'est avec un grand plaisir qu'on est heureux de le proposer ici, surtout que Lucille, c'est quelqu'un qu'on a souvent accueilli au festival. Il y avait eu Évolution en 2015, l'année dernière elle est venue présenter Innocence dans le cadre de notre thématique Hexagone, donc c'est vraiment une personne qu'on apprécie. Elle était d'ailleurs jury de la toute première édition du festival. Donc je ne vais pas dire beaucoup plus sur le film, vu que Lucille va venir sur scène. Je vous demande de l'applaudir très fort, Lucille Hadjilelovic. Merci beaucoup d'être venus si nombreux pour voir ce film dans ce super magnifique cinéma. Merci beaucoup au PIF de nous avoir invités. Merci au Max Linder d'accueillir le PIF et moi par extension. Voilà, le film est un peu un cauchemar, mais je sais qu'au PIF et que le public du PIF aime les cauchemars. Donc j'espère que vous aimerez celui-là et que vous vous laisserez hypnotiser et être des prisonniers du film pendant presque 2 heures. Voilà. Et Lucille viendra après la séance pour répondre à vos questions. Merci encore beaucoup, Lucille. Merci à vous. On continue d'applaudir Lucille Hadjilelovic. Donc un micro va circuler soit au premier étage, soit à l'orchestre. N'hésitez pas à lever la main pour que je puisse voir que vous souhaitez poser une question. Pareil pour en haut. Et je vois qu'il y a une question au premier étage sur le balcon. Ça tombe bien, j'avais peur de devoir poser la première question. Finalement, c'est bon, quelqu'un se lance. Devant toi. Ouais. Donc, bonjour. Alors déjà, merci pour ce trip visuel et sensoriel absolument incroyable. C'est toujours génial de vous revoir revenir à la tête d'un long métrage. Alors pour le coup, j'aurais 2 questions sur la forme et le fond. Donc déjà sur la forme, on sent que c'est un film extrêmement esthétique où les cadres sont très bien pensés et composés. J'aurais voulu savoir par curiosité si votre approche de réalisatrice était plutôt du style à préparer en amont vraiment chaque plan de manière très précise, ou si vous laissez un peu peut-être de possibilité d'improviser le jour de tournage ou lors du montage. Et niveau du fond, je dois dire que ce film résonne énormément avec ce que vous aviez fait sur Innocence et Évolution, dans ces métaphores poétiques assez oniriques du passage à l'âge adulte, ou même des figures parentales assez ambivalentes. Du coup, je voulais savoir si vous aviez volontairement fait une sorte de triptyque sur ces thèmes, comme ce qu'avait pu faire par exemple Kieslowski sur sa trilogie des couleurs ou d'autres réalisateurs, et si vous aviez l'intention d'explorer d'autres thèmes dans des films futurs, ou si c'était pas volontaire et que vous filmez en fait uniquement en fonction de ce qui vous inspire sur le moment. Merci beaucoup pour ce que vous venez de dire et pour vos questions. Je planifie pas tellement les choses sur plusieurs films à l'avance. J'en serais bien incapable. Oui, je me rends compte qu'il y a beaucoup de similitudes entre les 3 films. Les 2 premiers, peut-être encore plus. Et celui-là, en fait, il m'est venu... c'est un livre qui m'est arrivé par l'intermédiaire de quelqu'un avec qui j'avais déjà travaillé sur des scénarios. Voilà, c'est m'arrivé comme un cadeau. Pas du tout empoisonné. Mais et ce qui était pour moi fascinant dans ce livre, c'est qu'effectivement il y avait des motifs que je reconnaissais très familiers, de la petite fille, de l'enfermement, des rituels.
mais aussi, pour une fois, c'était d'autres choses beaucoup moins familières, à commencer par le personnage principal qui est un homme, un adulte, peut-être pas tout à fait adulte quelque part. Et voilà, donc ça, et d'autres choses, y compris des choses peut-être un peu plus de violence explicite que j'avais pas eu l'habitude de faire. Donc il y avait des choses qui me plaisaient beaucoup dans ce livre parce que c'était et familier et différent. Sur l'image, sur les cadres, donc j'ai travaillé avec un chef opérateur très talentueux qui s'appelle Jonathan Rigbourg, qui devait être là aujourd'hui. Malheureusement, il n'est pas là, sinon il aurait pu répondre à ma place. En fait, c'est plutôt des principes de découpage en fait en amont, c'est de dire le choix des plans fixes ou je sais pas, à la fin des espèces de travaux d'accompagnement. Et après, effectivement, avec Jonathan est quelqu'un qui aime beaucoup travailler en amont, pas forcément quand on a encore les décors. Enfin, en fait, on a eu des décors, on a été repoussé par le Covid, donc, et les décors on les a perdus, on en a eu d'autres à l'arrivée, etc. Donc c'est plutôt sur des idées ou un peu des principes de découpage, c'est pas du storyboard du tout, mais voilà, c'est un peu on en parle beaucoup et après en fait sur le plateau on change, mais ce dont on a discuté, ce qu'on a pensé, je pense ça irrigue ce qu'on fait sur le plateau bien sûr. Puis il y a des choses qu'on trouve sur le plateau, heureusement, tant mieux. Du coup, ça donne un peu de vie, peut-être, j'espère, à cette rigidité. Voilà. Une question encore en haut ou en bas. Je vais te poser une question, Lucille. Est-ce que tu t'inspires de tes rêves ou de tes cauchemars pour les imprimer dans tes films? Est-ce que c'est quelque chose qui peut te... Tu peux nous en parler peut-être, je sais pas. En fait, dans ce cas-ci, c'est plutôt le cauchemar de l'écrivain Brian Catling. D'ailleurs, il disait que ce livre lui avait été inspiré par un rêve qu'il avait fait dans lequel une petite fille venait lui offrir ses dents. Et le lendemain, il s'est mis à écrire Earwig. Donc ça, c'est pas mes rêves ni mes cauchemars, mais je me suis reconnue dedans et il y a des choses, oui, je sais pas, mais j'écris pas mes rêves ou mes cauchemars, parce que j'ai l'impression qu'ils viennent assez facilement, même quand je suis éveillée à l'esprit. Ouais, c'est pas consciemment en fait, c'est plutôt, ça vient inconsciemment. Il y a une question en bas ici. Oui, bonsoir. J'avais un peu une question. C'est votre film m'a rappelé aussi d'autres films qu'on a pu voir là, dans le cadre du PIF, où il y a toujours quand même ce thème très fort de l'enfermement qui est évoqué et à plusieurs échelles. C'est-à-dire que dans votre film, il y a un enfermement par rapport évidemment à cette maison où les personnages ont l'air d'être un peu prisonniers. Il y a cet enfermement par rapport à l'obscurité dans laquelle ils sont en permanence. On a l'impression aussi d'un enfermement psychologique, etc. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à ce thème-là qui est vraiment très, 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 très fort là, dans votre film, quoi? Moi, je ne sais pas pour les autres films parce que malheureusement je ne les ai pas vus. C'est aussi un film qui a été conçu avant le Covid, donc c'est pas par rapport à ça, même si ça lui donne peut-être un écho particulier. C'est quelque chose qui revient dans mes films, en effet, dans une espèce de huis clos, mais voilà, c'est un enfermement, mais c'est aussi un refuge, un cocon. Je pense qu'au début, pour Albert, cet appartement, c'est plutôt quelque chose dans lequel il est peut-être bien, et même la petite fille, finalement, ils ont une espèce d'harmonie entre eux. J'espère qu'on le sent un peu, et puis le jour où on lui apprend que ça va bientôt être fini, les choses se dérèglent et le chaos s'installe, et c'est le début de la fin. Et du coup, mais oui, c'est ambivalent, comme beaucoup de choses dans le film, je pense. C'est une prison, c'est un refuge, c'est les deux. Je vais vous poser une question ici. Tu m'avais parlé du film bien avant qu'il soit lancé en production, tu m'avais pitché le film, et sur le coup, je pensais avoir compris, après coup, j'avais rien compris. Mais ce qui m'avait marqué, c'est quand tu m'avais parlé des dents de glace de la petite fille, et je me suis dit, comme beaucoup de gens, mais comment va-t-elle réussir à faire ça? Et quand on voit le film, c'est évident en fait. Donc comment vous avez réussi à transposer cette idée dingue en quelque chose de concret qui semble même tangible en fait? Comment vous êtes arrivé à faire ça?
En fait, c'est vrai que une des raisons pour lesquelles j'avais envie de faire le film, c'était cette histoire des dents glacées, des dents de glace, et tous, qui avons travaillé sur le film, on a rêvé à ces dents. Et puis, donc pendant la préparation, donc à un moment, on s'est dit, voilà, comment on va faire ça concrètement. Et donc, il y avait une personne qui était chargée de faire de ça, et on s'est dit, ça doit ressembler à des glaçons, comme ceux qu'on met au freezer. Et donc, il a fait d'abord un espèce de dentier avec des dents de glaçons, et ce qu'on s'est aperçu, en fait, c'est que ça ressemblait pratiquement à des dents normales. Et là, c'était une grosse déception, un gros choc même. Je me suis dit, en fait, oui, ça ressemble juste à des dents normales. Si ce n'est qu'elles fondent, et peut-être alors il n'y a pas de film, si c'est pas magique ce truc-là. Et après, en fait, je me suis dit non, mais peut-être qu'en réalité, ce que ça veut dire, c'est que c'est un homme qui essaye de compléter cette petite fille, et puis dans son délire, elle les fait en glace, donc elles fondent, donc il doit recommencer, et sans cesse, et peut-être c'est sa raison d'être, peut-être c'est son fardeau, comme on veut. Du coup, ça a déplacé un peu le truc, mais voilà. Et du coup, je ne vais pas révéler tous les secrets du film sur les dents. Finalement, elle a des dents presque normales, mais qui fondent. Et ce que je voudrais dire, par contre, ce qui était vraiment aussi un challenge, c'était de fabriquer l'appareil. On a récolté la salive, qui, dans le livre, est écrit de manière un peu abstraite, en fait. Et voilà, je savais que ça allait être une vraie difficulté, et j'ai demandé à Marc Caro, qui d'ailleurs est quelque part, sauf si c'est enfui, il est là, et je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui pourrait dessiner un objet comme ça, c'est bien Marc, et il a accepté effectivement de le concevoir, de faire un dessin. C'est lui qui a eu l'idée des deux côtés, en fait, des deux fioles de chaque côté, parce qu'au début je pensais une seule au milieu et tout. Et après, il fallait le réaliser. Et donc, on a travaillé avec des équipes belges, et on a trouvé des artistes belges, en fait, qui fabriquent des objets comme soit des marionnettes, soit des objets articulés métalliques. Et ils ont donc fabriqué cet appareil dessiné par Marc presque comme un bijou, en fait, et complètement adapté au visage de la petite. Parce que je voulais vraiment que ce ne soit pas comme un objet de torture, mais plutôt un objet très, très délicat et très beau. Est-ce qu'il y a une question à l'étage? En bas? Au fond. Bonjour. La petite fille, elle mange de temps en temps on a l'impression qu'elle mange des insectes. À la fin, il y a cette femme qui vient dévorer la joue de l'homme, et il y a un rapport aux dents. Est-ce qu'il n'y a pas une thématique un peu liée aux vampires, surtout qu'ils sont toujours dans la pénombre dans le film? Oui, j'adore les histoires de vampires, donc ça revient. Voilà, c'est ce qui est de l'inconscient et qui revient malgré moi. C'est pas comme ça officiellement une histoire de vampire, mais oui, il y a vraiment ce côté. Il y a le côté gothique, je pense. Il y a le diable, le chat noir, les vampires. Ouais, effectivement. Et d'ailleurs, je voulais dire une chose. Aujourd'hui, à cette projection, il y a la personne qui a joué le dentiste, qui est, je ne sais pas où est-ce qu'il est, s'il est en bas, s'il est en haut. Ici, Michael Pass, viens, si tu veux bien, nous rejoindre. Mais il ne va pas vous livrer les secrets des dents, ou enfin, je sais pas. Donc, Michael Pass, voilà. Et je me disais qu'à cette occasion d'Histoire de vampire, je me disais, pour ceux qui connaissent Dracula, qu'il y a un personnage de Renfield, celui qui est l'envoyé du diable en quelque sorte, et je me pensais tout le temps que le dentiste c'était un peu Renfield. Voilà. En regardant le film pour la première fois, je me suis fait peur moi-même. Et moi aussi, assez souvent, j'ai fait des cauchemars sur mes dents. Et donc, c'était un grand plaisir de pouvoir être physiquement faire peur aux autres. Oui, c'était très intéressant. Et bravo, parce que c'est la première fois que j'ai vu le film. Merci. Je suis vraiment impressionné par l'esthétisme qui est vraiment très très beau. Merci, Michael. Et encore une question. Tu peux poser une question? Parce que j'ai été très impressionné par la musique.
dès les premières images, il y a cette musique, cette chanson, c'est presque une chanson qui est là tout le temps et qui revient à la fin. Ellis Warren. Et, ça s'est fait comment Warren le Ellis. rencontre Warren Ellis, évidemment. Oui, c'est Ellis Warren, c'est ça. Ellis Oui. Warren Ellis. En fait, c'est pas entièrement Warren Ellis, c'est Augustin Viard qui aussi est quelque part, je ne sais pas où il est. En fait, qui joue du... Enfin, voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais demandé à Warren s'il voulait faire la musique, et je pensais pas tellement de la musique, je pensais plutôt des textures sonores. Et donc il a fait, Warren, des morceaux avant le film, et il a fait aussi un morceau avec, où il avait fait un morceau avec Augustin, enfin Augustin avait fait un morceau avec lui peut-être, et notamment avec l'instrument qui s'appelle les ondes Martenot, qui donne ce son, cette texture un peu, j'allais dire, intemporelle en fait. Et on s'est rendu compte en fait dans le montage que ça marchait particulièrement bien ce morceau-là. Et ça marchait surtout très bien de le répéter tout le temps comme un truc obsessionnel, comme une ritournelle, comme un truc dans lequel voilà, le pauvre Albert répète les mêmes choses. Donc finalement, voilà, c'est ce morceau-là qui reste. Et merci beaucoup Augustin pour ce beau cadeau que tu as fait au film. Une question en bas, d'ailleurs de Marc Caro, ça tombe bien. Encore bravo, je suis super content de ce que j'ai vu. Et je voulais savoir qui c'est qui avait fait les peintures. Parce qu'il y a les deux peintures là, de l'immeuble et tout ça. Et des fois. Oui, alors, ça c'était la grosse question parce que j'avais très peur que... souvent les peintures ne sont pas très réussies dans les films. Et j'ai demandé à un graphiste qui fait des affiches, qui a d'ailleurs fait l'affiche de Heroic, qui s'appelle Laurent Lefroy, s'il pouvait faire, non pas la peinture, mais faire l'image qui servirait de support à la peinture. Parce qu'on a pris un certain temps à arriver à trouver quel peintre pouvait nous faire ça. Et puis aussi, bien sûr, il fallait le faire en fonction du décor, qu'on a eu seulement à un certain moment. Et donc, c'est Laurent Lefroy qui a fait le dessin. Et on s'était inspiré d'un peintre anglais qui s'appelle Grimshaw, qui fait des paysages souvent très automnales, mélancoliques. Voilà, c'était un peu ça la référence. Et ensuite, il y a une jeune femme, et c'est terrible parce que maintenant j'ai un trou de mémoire, mais peut-être Serge, tu peux redire son nom, pour qu'on dise son nom, qui a fait la peinture, la version peinte. Caliberto, pardon, et voilà, et elle a transposé l'image en peinture, ce qui n'était pas si évident non plus, en fait. Il fallait trouver la touche, quoi, en fait, et je suis plutôt contente du résultat. Deux questions en bas. Pour faire madame. Bonjour, alors déjà je voulais vous dire que je suis très impressionnée par le film. Il avait vraiment une atmosphère palpable, j'avais l'impression d'être dedans. Enfin, les séquences à l'extérieur, j'avais froid et tout, enfin, c'était assez impressionnant comme film. Et en fait, il m'a évoqué deux autres films. Déjà à l'image, le film Les Autres, du réalisateur dont j'ai oublié le nom. Voilà, merci beaucoup. C'est ça, comment ? J'ai pas entendu le nom. Les Autres de... Ah, Les Autres de... Oui. Ouais, À l'image et aussi au son, parce que le travail du son fait énormément l'immersion dans le film. Au son, c'est le film Morse. En fait, il m'a énormément fait penser au film Morse. Et en fait, je voulais savoir quelles étaient vos références, enfin, à quel film vous avez pensé en faisant ce film. Voilà. Merci déjà. Et j'ai pas, pour le son, on n'a pas forcément pensé à vraiment certains films en particulier. Et Morse, je l'ai vu, mais peut-être que ça m'a marqué inconsciemment et qu'il y a des choses de Morse qui reviennent. En fait, on a pensé à deux films, et c'était plutôt pour l'image. Et peut-être il y en a un va pas vous surprendre et l'autre plus. On a pensé à Jeanne Dielman, très fort évidemment, pour
les rituels quotidiens, les plans fixes, la répétition et les variations dans la répétition et tout ça. Voilà, donc ce film qui est maintenant considéré comme un des chefs-d'œuvre du cinéma. Et Jeanne Dielman d'un côté, et de l'autre côté, un film de Wakamatsu, un film japonais donc, des années fin 60, début 70, je ne sais plus, peut-être pas 60, qui s'appelle Quand l'embryon part braconner. Et c'est pas du tout pour l'histoire, mais ça se passe dans un appartement vide avec deux personnages, en fait un homme qui séquestre une femme, mais c'est pour le découpage. Le cadrage en scope. Les Japonais, quand ils ont fait du scope dans les années 50-60, ils ont fait des chefs-d'œuvre absolus. Donc on s'est inspiré de ça un peu. Et pour le son, je sais pas, ça vient plus de la nature du film et des choses que j'avais fait un peu avant dans les autres films, mais en le développant plus, parce qu'ici il y avait encore plus l'espace, il y a moins de paroles, il n'y a pas de musique à part cette ritournelle. Et ça vient aussi du fait que, en fait, plus dans le livre que dans le film, Albert, il avait une capacité particulière pour entendre les sons. Et du coup, évidemment, le son avait beaucoup d'importance dans le film, même si en même temps, on a essayé de garder un côté silencieux, surtout pour la première demi-heure. Mais du coup, voilà, il y a bien sûr les sons de l'appartement, et ils sont comme dans une bulle, donc il n'y a pas... on n'entend pas l'extérieur, ou alors juste le train et les cloches, c'est un peu narratif. Et puis, pas les voisins, tout ça. Et du coup, il y avait aussi la place pour les bruits du corps, en fait. Comme si on avait pu, on aurait mis les micros à l'intérieur du corps. Et d'ailleurs, on s'est peut-être inspiré aussi du travail que fait Nicolas Becker, merci beaucoup. Pour justement des prises de son particulières, de bruitage, etc. Et Nicolas a travaillé également des textures sonores avec un instrument qui s'appelle le cristal bachet, dont il joue, et pour faire, non pas vraiment de la musique au sens mélodique, mais pour faire des textures sonores, et on a un peu tapissé le film avec ça, en fait. Une question aussi ici, Lucille. D'abord, un tout grand merci. Vos films sont précieux, mais malheureusement, ils sont rares. Est-ce dû, vu l'intervalle de temps qui les sépare, est-ce dû à la difficulté de monter des projets aussi particuliers, ou bien est-ce votre processus normal de maturation pour faire ce film? Je suis très 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 lente. Non, je suis très lente sans doute, mais aussi j'ai parfois eu des difficultés pour monter mes films, même peut-être souvent, surtout pour le deuxième, Évolution, il y avait beaucoup de temps entre les deux premiers, c'était pas du tout volontaire. Celui-ci, rétrospectivement, il est arrivé plutôt pas si longtemps après le deuxième, mais quand même, par exemple, c'est un film qu'on a produit avec de l'argent anglais, beaucoup, et aussi belge, parce que j'ai l'impression que dans le système de financement de cinéma d'auteur français, parce que c'est du cinéma d'auteur, c'est pas du cinéma commercial, même si c'est de genre, comme on dit. Et de quel genre, en fait, c'est ça la question. Je sais pas moi-même dire de quel genre c'est. Pour moi, c'est pas important de dire ça. Effectivement, du coup, c'est un film qui a pu se faire avec les Anglais. J'ai eu l'impression qu'ils comprendraient bien mieux ces films imaginaires, un peu décalés par rapport au genre. Et voilà, et ça, c'est effectivement, on a pu le financer par eux. Aussi, c'était un roman anglais, même si ça se passait pas en Angleterre et tout ça. Mais voilà, c'était une alliance belgeo-anglaise, et puis française aussi, parce qu'on a eu un producteur français assez courageux pour se lancer dans une entreprise comme ça, dans des forêts. Je ne sais pas s'il est encore là, je crois qu'il est parti. Mais voilà, merci à Jean d'avoir sauté dans l'alliance franco-anglo-belge. Une question. D'accord. Oui, bonjour et merci d'être là pour répondre à nos questions. J'aurais aimé savoir, dans un film aussi sensoriel, avec aussi peu de dialogue, comment se passait l'échange avec vos acteurs et comment vous faisiez pour les diriger sur vos intentions, ce que vous voulez transmettre.
J'avoue qu'on ne parle pas forcément beaucoup du personnage, parce que je me dis c'est leur cuisine, ils se racontent un peu ce qu'ils veulent, et puis j'ai pas forcément envie de les enfermer dans mon interprétation. Par contre, c'est vraiment une façon d'être. Je les choisis parce que j'ai envie de les filmer comme personne plutôt que de les voir interpréter quelque chose. Et après, je dirais que surtout la principale chose que je leur demande, c'est d'en faire le moins possible. Alors, quelqu'un comme Paul Hilton, ça l'a déconcerté parce que c'est un acteur de théâtre. Donc, il m'a dit, mais moi, je fais pas rien. Toute ma vie, je joue. Je lui dis, non, s'il te plaît, sois naturel. Il me dit, tu te moques de moi. Mais il faut demander à Michael comment ça se passe. Ça se passe dans un calme, dans une... oui. Et pour moi, en tant qu'acteur, c'était pas beaucoup, c'était pas le plus grand rôle de ma carrière, mais c'était une très belle journée avec vous et avec l'équipe, parce qu'il y avait une sorte de concentration commune qui menait vers une sorte de chorégraphie méticuleuse. C'est un peu ça. Avec les mouvements, les gestes étaient au minimum pour être minimaliste et efficace en même temps. Mais c'est vrai que c'est marrant, justement, comme exemple, les séquences qu'on a fait avec toi, parce qu'il y avait une répétition des gestes autour de la table que devait faire le dentiste, etc. Et puis, au dernier moment, on a changé la position de la caméra, on l'a mis en plongée, et du coup, et bien sûr, dans le cadre, c'était plus du tout pareil pour les gestes, les moments. Donc, je pense que ça a été peut-être déstabilisant pour toi, alors qu'on avait répété cette chorégraphie, de tout d'un coup la réinventer autrement, différemment. Mais je pense que même c'est un mélange comme ça de rigidité, et puis peut-être des fois un peu d'improvisation, parce que je trouve qu'en fait, c'est aussi pour ça que j'aime tourner avec des enfants, parce qu'ils apportent des surprises. Et je trouve que les acteurs un tout petit peu déstabilisés, ils apportent des surprises très belles. Donc voilà, c'est juste ma façon à moi de m'approcher des acteurs, parce que peut-être je ne sais pas les diriger en fait. Oui. Mais en plus, en ayant vu d'autres films de ta main, ça donne aussi une sorte de confiance, et on sait que tu es quelqu'un qui met en scène comme des tableaux, des peintures, donc des compositions. Donc parfois il faut juste être en tant qu'acteur comme argile dans les mains de quelqu'un qui sculpte une image, quoi. Oui, c'est beaucoup filmer la personne ou sa gestuelle, ou voilà, et puis on le contraint par le costume, par le cadre, et voilà, c'est ça la direction d'acteur. On va arrêter ici pour les questions. Peut-être que Lucie, tu peux peut-être nous dire quels sont tes prochains projets, si tu peux en parler, bien sûr, si tu ne peux pas en parler, ne dis rien, mais est-ce que tu peux déjà nous dire un peu plus sur ce qui est en cours, je sais pas. Non. D'accord, au moins il y a quelque chose, mais non. On applaudit très fort Lucille et on la remercie d'être présente.